Le Royaume-Uni. Aujourd'hui, il y a 4 pays dans le Royaume-Uni. Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord, puis d'autres petites possessions. Leurs capitales sont respectivement Londres, Édimbourg, Cardiff et Belfast. Hormis l'Angleterre, chaque pays possède son gouvernement au pouvoir varié. Et c'est un détail clé, car en n'ayant pas son propre gouvernement local, nous comprenons le poids et le pouvoir que les Anglais ont dans la gouvernance du Royaume-Uni. Que ce soit historiquement justifié ou non, cela se produit tout de même. Ils n'ont pas toujours existé ensemble, et en fait leur union est relativement récente quand on regarde la grande image de l'histoire. L'union entre le royaume d'Angleterre, qui comprenait le pays de Galles, et le royaume d'Écosse a eu lieu en 1707 pour former le royaume de Grande-Bretagne, suivi de l'union avec le royaume d'Irlande en 1801. La plupart de l'Irlande a fait sécession du Royaume-Uni en 1922, obtenant ainsi son indépendance. Alors, que se passerait-il si, suivant le premier exemple des Irlandais, les autres pays constitutifs du Royaume-Uni cherchaient également à obtenir leur indépendance dans les années à venir? Que nous pensions que ce soit bien ou mal, c'est une possibilité qu'on ne peut nier. Beaucoup de gens à travers les pays, certains plus que d'autres, ont plaidé pour cette séparation. Dans cette vidéo, nous explorerons cette possibilité. Et si le Royaume-Uni se séparait d'une nation en 4 ou même plus de pays séparés et indépendants? Voici d'abord pourquoi cela pourrait se produire. Habituellement, quand je fais ces vidéos comme pour les États-Unis, l'Australie ou le Brésil, elles sont très improbables, voire impossibles. Mais dans ce cas du Royaume-Uni, du moins au moment où je fais cette vidéo, la possibilité est raisonnable, ou du moins existante. L'indépendance de l'Écosse a déjà été soumise à un vote. Elle a perdu, mais pas de beaucoup, et les circonstances ont beaucoup changé. Les facteurs clés qui maintenaient l'Écosse au sein du Royaume-Uni ont disparu. Lorsque le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne, et oui, a gagné, il n'a gagné dans l'ensemble qu'en Angleterre et au Pays de Galles. En Écosse et en Irlande du Nord, la majorité, voire une grande majorité pour l'Écosse, a voté pour rester. Pour ces raisons et d'autres, la pression pour un nouveau vote s'intensifie. Les derniers sondages indiquent une victoire de l'indépendance par 5 points ou plus si un nouveau référendum sur l'indépendance devait avoir lieu. En Irlande du Nord, les tendances de la population changent et les accords actuels, après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, pourraient pousser les deux États irlandais vers l'unification. L'accord du Vendredi Saint stipule que l'Irlande du Nord pourra voter pour l'unification quand elle le choisira. Dans un récent sondage de janvier 2021 par le Sunday Times, 42% des personnes en Irlande du Nord souhaitent l'unification. 47% sont toujours contre, mais c'est une avance plus courte qu'un sondage de 2013 qui n'avait que 17% en faveur. Si cela devait arriver, ce que je trouve le plus probable de tous ces scénarios, 2 des 4 pays seraient hors jeu. Une Écosse indépendante et une Irlande du Nord libre, qui finiraient par s'unifier avec la République irlandaise. Et après cela, combien de temps l'Angleterre et le Pays de Galles pourraient-ils rester ensemble en tant que les 2 derniers pays d'un Royaume-Uni beaucoup plus petit? Juste cette semaine, la British Broadcasting Corporation a publié un article intitulé « Indépendance galloise ». Plus de personnes en faveur, mais les derniers sondages ne pointent que vers 22%. Cependant, ce nombre pourrait augmenter si l'Écosse et l'Irlande du Nord partent. Un quart des électeurs étaient indécis, et le mouvement indépendantiste est passé de 2000 membres à 17 000 en seulement un an. Le Pays de Galles a reçu un financement significatif de l'Union européenne, qui est maintenant partie, et leur économie souffre beaucoup avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc nous pourrions finir avec 4 nouveaux pays, ou même d'autres petits États souverains, comme l'île de Man ou Gibraltar. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les 4 principaux, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, et comprenons comment ils s'en sortiraient seuls. Pour devenir indépendants, chacun aurait besoin de son propre gouvernement spécifique. Comme mentionné, tous ont déjà des gouvernements locaux. Aujourd'hui, ils ont différents niveaux d'autonomie et de pouvoir, mais les infrastructures existent. Il s'agirait donc simplement de leur transférer le contrôle total du territoire. L'Angleterre n'a pas de parlement ou de gouvernement local, mais pourrait hériter de celui du Royaume-Uni. Quel type de gouvernement aurait-il dans ce cas? Quelques pays à travers le monde qui ont obtenu leur indépendance des Britanniques sont restés membres du Commonwealth britannique, conservant également le monarque britannique comme chef d'État. Mais serait-ce la voie à suivre pour ces nouveaux pays également? Honnêtement, je pense qu'ils seraient moins enclins à vouloir rester une monarchie. S'ils devaient repasser par tout le processus de séparation,
Ils ne voudraient probablement pas conserver de lien de souveraineté avec le Royaume-Uni. Nous pourrions donc voir l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord devenir de véritables républiques, avec leur propre gouvernement et président. En ce qui concerne les drapeaux de ces nouveaux pays, je ne pense pas que grand-chose changerait puisqu'ils ont déjà leur propre drapeau individuel aujourd'hui au sein de l'Union. Des drapeaux qui existent depuis très longtemps, même avant l'existence du Royaume-Uni. L'Angleterre utilise la croix rouge de Saint-Georges sur un champ blanc depuis environ 1348. L'Écosse a le saltire de Saint-Andrew depuis 1286. Le pays de Galles, Sabaloron, a le drapeau du dragon rouge sur un champ vert et blanc, sans doute l'un des drapeaux les plus cools du monde, dont les variantes sont présentes depuis 1485. L'Irlande du Nord n'a pas de drapeau officiel, mais la bannière de l'Ulster est souvent utilisée. Mais c'est si tous les pays devenaient indépendants, et si un ou deux seulement partaient. Si l'Écosse quittait le Royaume-Uni, faudrait-il modifier le drapeau en retirant le bleu, ne laissant que le blanc et le rouge? Je pense que l'Union Jack est un tel symbole culturel à ce stade, que si cela devait arriver, je ne changerais pas le drapeau. Mais que se passe-t-il si l'Irlande du Nord part aussi? Cela nous laisserait juste avec le drapeau anglais. L'absence du pays de Galles dans l'Union Jack est injuste en soi, mais dans le cas d'une Union Angleterre-Pays de Galles uniquement, ils devraient trouver un moyen de les représenter également. Et donc, un nouveau drapeau pourrait devoir être conçu. Et qu'en est-il des drapeaux australiens et néo-zélandais, qui utilisent l'Union Jack dans le coin supérieur gauche? Ils pourraient rester dans le Commonwealth, mais si certains estiment qu'il n'a plus de sens de garder le canton maintenant, faudrait-il le retirer dans ces scénarios? En ce qui concerne la population, on estime que la population du Royaume-Uni en 2020 était de 67,8 millions, le 21e pays le plus peuplé du monde. Mais la répartition des personnes sur le territoire est très déséquilibrée. L'Angleterre compte la grande majorité avec 56 millions de personnes. L'Écosse n'a qu'environ 5,4 millions. Le pays de Galles 3,1 et l'Irlande du Nord 1,9. L'Angleterre resterait donc parmi les 25 pays les plus peuplés du monde, tandis que les 3 autres seraient nettement plus petits. L'Écosse serait juste devant la Slovaquie et derrière des pays comme la Finlande ou le Danemark, le pays de Galles entre la Mongolie et la Bosnie en termes de population, et l'Irlande du Nord entre la Guinée-Bissau et la Macédoine du Nord. Bien que rejoignant la République d'Irlande, l'Irlande irlandaise représenterait alors un total de 6,7 millions de personnes. En ce qui concerne la religion de ces différents peuples, il n'y a pas tant de différence que ça. Les chrétiens sont majoritaires dans les 4 pays, 60% en Angleterre, 57% au pays de Galles, 53% en Écosse et 82% en Irlande du Nord. Le deuxième groupe le plus important dans chacun d'eux est constitué de personnes non religieuses. Il y a de très petites minorités dans chacun d'eux, la plus pertinente étant l'islam à 5% en Angleterre. Mais il n'y a pas de différence religieuse significative entre ces 4 potentiels nouveaux pays. Il y a cependant une différence clé entre les protestants et les catholiques. La majeure partie du Royaume-Uni est protestante. Cependant, il reste des populations catholiques, ce qui pourrait influencer certains développements futurs. En Écosse, les catholiques représentent environ 16% de la population totale, un chiffre qui descend à 7% au pays de Galles, ou 10% si vous comptez l'Angleterre et le pays de Galles ensemble. Et l'Irlande du Nord dans tout ça. L'une des principales divisions entre l'Irlande du Nord britannique et la République indépendante d'Irlande est la religion. Dans le Nord, ils sont principalement protestants, et dans la République, principalement catholiques. Mais les choses évoluent. En 2011, 48% des Nord-Irlandais se considéraient comme protestants et 45% comme catholiques. Et au cours des 40 dernières années, le nombre de catholiques a augmenté régulièrement et le nombre de protestants a évolué dans la direction opposée. Cette tendance démographique pourrait contribuer à faciliter la voie vers l'unification irlandaise à l'avenir. Et surtout dans le cas de l'indépendance de l'Irlande du Nord, une situation où leur lien avec le grand pays protestant de la région, l'Angleterre, serait beaucoup plus petit. Et qu'en est-il de la région dans laquelle ces personnes vivent ? Uni. Le Royaume-Uni a une superficie totale d'environ 242 000 km², le 78e plus grand pays du monde. Comment serait-il divisé en cas de séparation ? Encore une fois, l'Angleterre représente la majorité de cela, avec 130 000 km², soit 54% des terres européennes du Royaume-Uni. L'Écosse arrive en deuxième position avec 32%, le pays de Galles à 9%, et l'Irlande du Nord en dernier avec seulement 6% du territoire. L'Angleterre serait toujours parmi les 100 plus grands pays au numéro 95, juste derrière la Grèce. L'Écosse seulement, à 115,
devant la Tchéquie. Mais derrière l'Autriche, le pays de Galles à 148 entre El Salvador et le Belize, et l'Irlande du Nord à 156 derrière le Timor oriental. La frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande resterait probablement ouverte, favorisant l'unification, et la libre circulation des personnes et des biens serait probablement une réalité en Grande-Bretagne. De plus, il y a la question des autres territoires d'outre-mer que les Britanniques ont aujourd'hui. Quel pays garderait le contrôle sur eux ? Je pense que la proximité a du sens pour cela, donc les îles anglo-normandes resteraient nécessairement des dépendances d'une Angleterre indépendante. Mais qu'en est-il de ceux des Caraïbes, d'Afrique ou d'Asie ? Cette séparation serait-elle l'occasion pour eux d'en perdre quelques-uns ? Je suis sûr, par exemple, que l'Argentine le verrait comme une possibilité de tenter à nouveau de conquérir ou d'occuper les îles Malouines, Falkland. Et d'autres, à travers le monde, pourraient rencontrer des problèmes similaires de pays locaux et voisins voulant les prendre en charge. Gibraltar est tel qu'il est, une question compliquée. Une dissolution du Royaume-Uni entraînerait-elle le maintien de l'Angleterre ou finirait-elle par céder et rejoindre l'Espagne ? Il pourrait également devenir indépendant, tout comme l'île de Man et d'autres petits territoires d'outre-mer britanniques, conduisant non pas à 4 nouveaux pays, mais à 5, 6, voire plus. Gibraltar et l'île de Man ont déjà leurs propres drapeaux, qui ont l'air cool, mais beaucoup d'autres, comme les Bermudes, n'en ont pas. Dans le cas de l'indépendance de ces petites îles, de nouveaux drapeaux pourraient être requis. Qu'en est-il de l'économie ? Le produit intérieur brut britannique était de 2,8 trillions en 2019. Il représente la 5e économie mondiale, mais la répartition par pays diffère grandement. L'Angleterre, surtout Londres, représente la majeure partie de leur économie. Je suppose que c'est pourquoi il y a même des gens qui ont l'idée folle que Londres devienne son propre État cité indépendant, un peu comme ce qu'est le Vatican pour l'Italie. Mais pour les entreprises, au lieu de l'Église, je suppose. Sur ces 2,8 trillions, 2,4 ont été générés à travers et en Angleterre. Cependant, si vous excluez Londres, ce chiffre tombe à 1,7 trillion. Cependant, toujours très loin devant l'Écosse à 200 milliards, le pays de Galles à 100 milliards et l'Irlande du Nord à 50 milliards. Londres seul dépasse les 3 autres combinés, avec leur contribution de 700 milliards au produit intérieur brut du Royaume-Uni. Avec 2,4 trillions, l'Angleterre passerait de la 5e place du Royaume-Uni à celle de la 7e économie mondiale, alors derrière l'Inde et la France. L'Écosse descendrait au numéro 50, juste derrière le Portugal, le pays de Galles encore plus bas entre le Kenya et l'Éthiopie, et l'Irlande du Nord correspondrait à peu près à la taille de l'économie du Panama. Les informations graphiques suivantes, datant de 2012 et provenant du Bureau britannique des statistiques nationales, ont presque une décennie de retard. Mais c'est toujours intéressant à regarder, car malgré les changements probables au cours des 10 dernières années, les tendances générales pourraient ne pas être trop éloignées. Il nous montre comment chaque région anglaise se compare aux 3 autres pays de l'Union. Nous remarquons que l'Angleterre est responsable de 80% de l'économie, l'Écosse de 8%, le pays de Galles de 4% et l'Irlande du Nord de 2%. Cela ne représente que 94%, donc je ne sais pas où sont les 6% restants. Le point est que, même en supposant que la position de l'Angleterre est en partie due à la collaboration avec les autres pays, même si elles exploitaient leurs ressources et concentraient toute l'industrie, la production, les exportations et la fourniture de services en Angleterre, leur économie est largement plus grande, et au moment d'une rupture serait la plus grande. Il est évident que sans les ressources des 3 pays, et avec les 3 établissant leurs propres économies individuelles séparées, l'Angleterre tomberait probablement au profit des 3 autres. Jusqu'à présent, en termes de population, de territoire et d'économie, l'Angleterre conserverait la majorité de ce que le Royaume-Uni possède actuellement. Maintenant, évidemment, je pense, du moins immédiatement, il y aurait une très grande baisse du fait de ne plus travailler ensemble, et chacun des pays pourrait perdre des montants significatifs dans leur produit intérieur brut, surtout parce que tous les nouveaux pays pourraient avoir de nouvelles dépenses que le gouvernement central du Royaume-Uni couvre actuellement. Seulement, 16% des exportations écossaises sont vers l'Union européenne contre 63% vers le Royaume-Uni. Si ces exportations vers le Royaume-Uni étaient menacées, leur économie en pâtirait grandement. Mais je pense qu'à long terme, l'Écosse s'améliorerait probablement. Il reste aussi la question de la monnaie. Est-ce que tous garderaient la livre sterling, ou inventeraient-ils des livres écossaises, galloises et irlandaises ? L'unification de l'Irlande du Nord et l'adhésion de l'Écosse à l'Union européenne pourraient impliquer leur adoption de l'euro comme monnaie. Mais à moins que tous continuent à utiliser les livres sterling, ce que je trouverais improbable dans ce scénario, la valeur de la monnaie chuterait très probablement, même si elle remonte ensuite ou même plus à l'avenir. Et enfin,
L'un des plus grands problèmes dans toute séparation de pays, l'armée. Comment diviserait-il les forces et les ressources militaires? Selon ce document de 2014, le Royaume-Uni compte environ 156 000 militaires actifs. Parmi ceux-ci, 125 000 sont fournis par l'Angleterre, environ 10 000 par l'Écosse, et un peu plus de 2 000 par le Pays de Galles et l'Irlande du Nord chacun. La carte montre que le personnel civil et les forces armées sont inclus. Plus la couleur est foncée, plus cette région contribue au personnel des forces armées. Bien que l'Écosse dépasse certaines régions de l'Angleterre, l'Angleterre dans son ensemble a une grande avance sur le reste. Ainsi, en cas de séparation, ayant le plus de terres, le plus de personnes et la plus grande économie, il est logique que la plupart des ressources militaires resteraient les leurs, tandis que l'Écosse et le Pays de Galles devraient en quelque sorte construire leurs armées à partir de zéro. L'absence presque totale de forces armées en Irlande du Nord serait une autre étape vers l'unification avec la République d'Irlande. Avec la perte potentielle ou l'indépendance des territoires d'outre-mer britanniques, les derniers vestiges de l'immense empire britannique seraient effectivement en danger et pourraient disparaître à jamais. Le rôle du Royaume-Uni en tant que pays majeur en politique internationale pourrait également prendre fin, nuisant à leur place à la table des négociations. Je veux dire, qui occuperait le siège permanent du Royaume-Uni au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies? Ma logique me dirait que l'Angleterre a la plus grande chance, mais serait-il capable de justifier leur présence sans l'existence du Royaume-Uni dans son ensemble? Les économies citées précédemment verraient leur puissance économique considérablement réduite en se séparant. Et même si l'Angleterre, ou peut-être finalement l'Écosse maintenaient leur présence dans les groupes G20 ou G7, leur pouvoir et leur influence diminueraient, car leur économie serait également beaucoup plus petite. Donc, voici un bref aperçu de ce qui pourrait se passer si le Royaume-Uni se désintégrait, se séparant en 4 ou 5 ou plus de pays indépendants séparés. L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord ou une Irlande unie, et peut-être même la petite île de Man ou Gibraltar en tant que petits États, à la manière de Monaco ou d'Andorre. Comment ces nouveaux pays se compareraient les uns aux autres, une fois séparés, économiquement, politiquement, en termes de population et d'autres facteurs, le sort de leur territoire et comment ils se comporteraient au niveau international. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce scénario soit impossible, je pense qu'il y a une certaine probabilité qu'il se produise, mais seulement en partie. L'unification irlandaise semble inévitable à l'avenir, et l'indépendance écossaise semble très possible. Mais je pense qu'au moins l'Angleterre et le Pays de Galles resteraient ensemble, même dans ces scénarios. Ces séparations seraient-elles bénéfiques pour ceux qui partent et ceux qui restent? Je ne sais pas. Alors n'oubliez pas de laisser vos avis ci-dessous. Aimeriez-vous voir cela se produire ou non? Et quels pensez-vous que seraient les résultats? Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez, et à la prochaine pour plus de connaissances générales.